consacré au marché public au sein de la communauté urbaine. Nous avons à peu près, vous êtes censé être à peu près 80 à vous être inscrits. Donc, on a attendu un tout petit peu pour laisser arriver les quelques retardataires. J'espère que vous m'entendez bien. Je vous souhaite donc moi, voilà, je suis Fabienne Devez et je suis la vice-présidente déléguée au développement économique et à la ruralité au sein de la communauté urbaine. Je suis maire d'une petite commune à côté qui s'appelle Moravilliers. Je travaille aussi, je suis au département. Nous sommes adaptés aux besoins. Nous rendons service à toutes les entreprises de la communauté urbaine et essayons de nous adapter à vos besoins. À ce titre-là, nous avons traité, notamment, puisque les 2 dernières années ont été un tout petit peu compliquées à cause du Covid, nous avons traité sous la forme de webinaires des sujets qui pouvaient vous intéresser, notamment sur les aides de l'État. Qui a regroupé et avait suscité pas mal de questions de votre part. Nous essayons aussi de rester très disponibles pour vous et notamment avec une adresse mail deveco@gpso.fr auquel vous pouvez vous adresser et vous aurez le service adéquat qui vous répondra dans les plus brefs délais. Aujourd'hui, le sujet, donc, c'est celui des marchés publics. En effet, les marchés publics, le code donc, existe depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Il s'est adapté, les seuils ont évolué, etc., mais il se généralise avec toutes les collectivités. Et il est important, et nous sommes vraiment très attachés au fait que les marchés publics soient accessibles à toutes les entreprises, et notamment de la communauté urbaine. Et c'est pourquoi, avec ce webinaire, nous souhaitons vous donner toutes les clés pour que vous sachiez lire, détecter, répondre aux entreprises, aux appels d'offres, et que cela constitue un marché pour vos entreprises. L'avantage quand même des marchés publics, du code des marchés publics, c'est que les acheteurs aussi eux-mêmes se sont améliorés. Et là, je le dis très modestement en tant que petite commune, nous avons appris à mesurer quels étaient nos besoins et donc comment on rédigeait un cahier des charges. C'est un côté extrêmement positif. Aujourd'hui, soyez vraiment assurés que un marché public, ça n'est pas inaccessible pour vous. C'est une question d'organisation pour que vous puissiez préparer votre entreprise à être réactif et à pouvoir avoir tous les éléments pour répondre au marché public que vous pourrez trouver. Voilà, et je vais donc passer la parole à ma voisine Frédéric, si vous voulez vous présenter, et je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Eh bien, bonjour à tous. Donc, déjà, je vous remercie de vous être connectés pour écouter cette présentation. Donc, je suis Frédéric Hérault-Perret, la chef du service commande publique et stratégie achat à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Vous allez pouvoir poser des questions si vous le souhaitez, et ce que je vous conseille, via le chat. Et à la fin de la présentation, je répondrai donc à ces questions dans la mesure du possible. Déjà, à travers ce webinaire, ce que je souhaite absolument vous montrer, c'est en quoi répondre à un marché public peut être une réelle opportunité pour votre entreprise. Pour vous le démontrer, je vais vous présenter déjà quelques données chiffrées de la commande publique au niveau national, mais aussi de la commande publique au sein de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Je vous ferai également un petit point rapide, hein, je vous rassure, sur l'état du droit en vigueur, mais surtout, là encore, avec l'objectif que vous puissiez savoir où trouver les dispositions que vous pouvez chercher du droit en vigueur. Et je vous montrerai un petit peu le déroulé d'une procédure pour que vous arriviez à vous retrouver dans les différentes phases dans le cas où vous répondez à un marché public. Mais surtout, ce que je souhaite avant tout à travers ce webinaire, c'est vous apporter des clés pour pouvoir déjà savoir où trouver les bonnes informations
savoir comment décrypter une annonce, décrypter un règlement de consultation, de manière à ce que vous puissiez répondre de manière optimum à une demande d'un acheteur. Ça, c'est très important. Et je vous ferai également un petit focus sur la plateforme régionale de dématérialisation, qui est Maximilien, qui est également le profil d'acheteur de la communauté urbaine, pour vous montrer toutes les informations qui sont à votre disposition sur cette plateforme. Alors, donc on va commencer par quelques données chiffrées, les données chiffrées nationales. Je vous ai présenté un tableau qui va vous montrer la situation en mars 2021 par rapport à la situation de 2019, avec 2020, mais qui était forcément une année un petit peu entre parenthèses. Vous pourrez voir donc qu'il y a un fort mouvement de reprise 2021. Pour certains domaines, on arrive à revenir à peu près aux données du premier trimestre 2019, pas dans d'autres domaines. Ce tableau vous présente également le montant des achats. Donc, vous avez vu que pour l'ensemble de tous les acheteurs publics, on est quand même à 20 905 millions d'euros, avec donc la part des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les bailleurs sociaux également, l'État bien entendu, et tout ce qui est hôpitaux et santé. Je vous ai présenté également l'évolution par secteur économique. Donc, vous pouvez voir que là encore, donc, ce sont les travaux publics qui génèrent le plus de commandes, où là, on n'a pas tout à fait rattrapé le niveau 2019. En revanche, vous pouvez voir que pour tout ce qui est domaine de transport et de la voirie, de l'environnement, du logement et de la scolarité, là, on a même dépassé. On est revenu donc au premier trimestre 2019 et on dépasse même ces éléments. Donc, vous voyez à quel point la reprise là est importante et on arrive vraiment à récupérer tout ce qu'on a perdu en 2020. Ce sont bien entendu, donc, par rapport au tableau, les travaux de rénovation qui mettent en avant donc, cette reprise. Vous voyez que tous les travaux correspondent quand même à 7,37 milliards d'euros. C'est quand même important. Les secteurs de services continuent à occuper vraiment une place très, très importante dans la commande publique et, comme je vous le disais, sont vraiment en forte progression. Et donc, comme je vous le disais également, donc le transport, le domaine du transport, de la voirie, de l'environnement, du secteur social, scolaire, là, vraiment repartent d'une manière très, très forte. Et on espère que ça va continuer, bien entendu. S'agissant de la CU, donc, je vais vous donner quelques petits chiffres pour vous permettre de vous situer, savoir ce que la communauté fait dans ce domaine-là. Donc, en 2021, nous avons passé 215 contrats relevant du domaine de la commande publique. Je vous ai fait la partition entre les différentes natures de prestations. On a passé 67% de marché donc, de fournitures courantes et services, 19% en termes de marché de travaux, 11% de marché de prestations intellectuelles, comprenant notamment tous les marchés de maîtrise d'œuvre, et 3% de contrats complexes. Par contrat complexe, j'entends essentiellement concession de services publics. Donc ça reflète les domaines de compétences de la communauté urbaine qui sont strictement délimités. Par contre, il est à noter que sur 2018 et 2019, on passait en moyenne 300 marchés. Donc, on voit que là, on n'a pas tout à fait récupéré, mais 2021 est en hausse, donc on remonte quand même pas mal. Alors, la petite partie un petit peu juridique, mais très brève, au niveau de la synthèse du droit en vigueur. Donc, on a beaucoup de chance. Depuis le 1er avril 2019, le Code de la commande publique rassemble les différents textes qui étaient très épars, qui intervenaient dans le domaine de la commande publique, dans un seul document qui est ce fameux Code de la commande publique. Donc, vous allez trouver tous les éléments, toutes les dispositions qui s'appliquent au marché public. Vous trouverez également quelques dispositions dans le Code général des collectivités territoriales, mais aussi, ce qui est important, dans les cahiers des clauses administratives générales, ça s'appelle les CCAG, qui ont été revus en septembre 2021 pour coller un petit peu plus donc, à la réalité des marchés publics aujourd'hui, qui sont selon les spécificités des marchés, la nature des marchés. Vous allez en avoir un, par exemple, pour les marchés de travaux, un pour les marchés de fourniture courante des services,
un pour les marchés de prestations intellectuelles, maîtrise d'œuvre, et un pour les technologies de l'information et de la communication. Dans ces documents, vous retrouverez essentiellement les dispositions qui vont régir l'exécution de vos marchés. Donc, ce qui peut être important pour vous de vous y référer, et les documents marchés que les collectivités mettent en ligne visent expressément un de ces CCAG qui va vous permettre de voir les dispositions qui seront applicables dans le cadre de l'exécution de votre marché si vous êtes attributaire. Alors, je vais juste vous lire la définition juridique quand même d'un marché public selon le Code de la commande publique. Donc, un marché public est un contrat qui va être conclu par un ou plusieurs acheteurs avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à un besoin donc, en matière de travaux, fourniture ou services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent. Là, on montre bien les différentes natures, sachant que tout ce qui est prestation intellectuelle fait partie de la notion de service, au sens de cet article-là. Une autre chose très importante, c'est que le droit de la commande publique doit suivre impérativement ce qu'on appelle les 3 grands principes de la commande publique, qui sont la liberté d'accès à la commande publique, c'est-à-dire que toute personne doit avoir librement accès aux besoins des acheteurs. L'égalité de traitement entre candidats, c'est-à-dire que l'acheteur ne peut pas faire de discrimination, notamment dans la rédaction d'un cahier des charges qui pourrait orienter la réponse possible d'une seule entreprise. Et par exemple, lorsque un candidat va poser une question en cours de procédure, la réponse doit être donnée à l'ensemble des candidats. Et le dernier est la transparence des procédures, qui va garantir donc, les 2 premiers principes, mais aussi vous donner la possibilité, si votre offre n'est pas retenue, de pouvoir avoir accès au motif de rejet de votre offre. Ce qui est quand même important pour pouvoir après vous repositionner et mieux répondre la fois d'après. Alors, qui sont les acheteurs publics? Donc, les acheteurs publics, vous allez avoir, ce que je vous disais tout à l'heure, l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les bailleurs sociaux, les hôpitaux. Ce sont les gros acheteurs. Mais vous allez pouvoir également voir que pour mutualiser leurs besoins, les acheteurs ont la possibilité de se regrouper au sein de groupements de commandes, en créant des groupements de commandes. Donc, dans un marché, vous allez pouvoir voir que un acheteur va répondre non pas en tant qu'acheteur lui-même, mais en tant que coordonnateur d'un groupement de commandes. Ce qui veut dire que c'est lui qui va assurer la passation du marché public, et chacun, après, des membres de ce groupement de commandes, donc différentes, en général, ce sont des petites communes ou différentes communes, après exécuteront leur propre marché. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez voir dans des documents de marché. Et donc, ouais, les besoins des acheteurs, donc ça va être en matière de travaux, donc fourniture, services, prestations intellectuelles, technique de l'information, de communication, maîtrise d'œuvre. Voilà. Ce sont des domaines qui sont très larges. Qui peut répondre à un marché public? Donc, tout opérateur économique, bien entendu, peut se porter candidat, à la condition de ne pas être sous le coup d'une interdiction de soumissionner. Vous allez avoir différentes possibilités pour répondre. Vous pouvez répondre en tant que candidat seul, c'est-à-dire tout seul, mais par exemple, si le marché est trop important en termes de quantité, ou alors qu'il exige des compétences que vous n'avez pas, vous pouvez à ce moment-là, vous avez 2 possibilités. Soit vous grouper avec d'autres entreprises, faire dans ce cadre-là un groupement momentané d'entreprises, de manière à augmenter votre potentiel en termes de moyens humains ou de moyens techniques, ou alors en termes de compétences. Rapidement, vous avez 2 types de groupements, donc les groupements conjoints. Dans ces cas-là, les prestations sont bien définies et vous devez les définir au stade de la remise de votre offre entre chacun des membres du groupement. Donc, chacun des membres du groupement va dire « moi, je réalise cette prestation pour un montant de… » Et ils seront, chacun des membres va engager sa propre responsabilité sur les prestations qui lui sont dédiées. Ou alors, vous allez avoir des groupements, ce qu'on appelle solidaires, c'est-à-dire que tout sera fait ensemble et que chacun des membres, en fait, va engager la responsabilité sur l'ensemble des prestations. L'autre biais que vous allez pouvoir utiliser,
c'est le recours à la sous-traitance. Vous allez pouvoir donc sous-traiter une partie, alors pas la totalité bien entendu, mais une partie du marché à un autre opérateur économique. Dans ce cadre-là, vous allez avoir deux possibilités. Soit effectivement, vous pouvez sous-traiter et déclarer le sous-traitant au stade de votre offre, ce qui est indispensable si par exemple vous n'avez pas une compétence pour le faire, mais que vous voulez associer la compétence du sous-traitant à votre propre candidature. Donc ça, il faut absolument le faire au stade de l'offre, ou après, vous pouvez le faire en cours d'exécution du marché à n'importe quel moment, à condition que l'acheteur accepte et agrée le sous-traitant. Vous allez voir, donc, on va rentrer là dans l'explication un petit peu, le détail un petit peu plus des procédures. Vous allez voir qu'il y a deux grands types de procédures que l'acheteur va pouvoir utiliser. Ces types de procédures vont être fonction des seuils, les seuils étant déterminés par le montant estimatif de votre marché. Ce sont des seuils européens qui sont fixés par l'Europe tous les 2 ans. Donc là, les derniers ont été fixés au 1er janvier de cette année, donc seront refixés au 1er janvier 2023, qui déterminent à partir de quel montant il va falloir que vous fassiez un marché européen, c'est-à-dire une publication européenne, et ce qui va entraîner des contraintes de procédure beaucoup plus importantes. Ces seuils sont différents selon la nature de votre marché, du besoin, en fourniture courante des services et en travaux. Juste la slide d'après, je vous montrerai dans un tableau les différents montants. Donc, comme je vous le disais, ces seuils vont générer deux types essentiels de procédures. Les marchés à procédure adaptée, qui sont un petit peu moins enserrés dans des contraintes, où l'acheteur est un petit peu plus libre par rapport à l'entreprise, et notamment où des négociations, si l'acheteur le décide, pourront être possibles avec les entreprises après la remise de leur offre. Donc c'est un petit peu plus libre, un petit peu plus malléable, et on peut plus avoir d'échanges avec les candidats. Et l'autre procédure, c'est la procédure formalisée, qui est strictement décrite par le Code de la commande publique en termes de délai, et les contraintes sont très importantes. Et la principale contrainte, outre les délais, c'est que là, l'acheteur ne peut absolument pas échanger avec vous à partir du moment où vous avez remis votre offre. L'offre que vous remettez est intangible et vous ne pourrez pas la modifier en cours d'analyse pour la suite. La seule chose que l'acheteur pourra faire, c'est éventuellement vous demander des précisions, mais c'est très, très strictement encadré et vous ne pourrez pas venir modifier votre offre à ce moment-là, sous peine d'irrégularité. Alors là, je vais juste vous montrer d'une manière très générale une procédure, comment ça se déroule. D'abord, ça commence par une mise en concurrence qui peut être faite en fonction des différents seuils, par l'envoi d'un avis d'appel public à la concurrence sur des différents organes de publicité que je vous décrirai plus tard, ou alors par simple demande de devis par l'acheteur. Ensuite, il y a mise en ligne ou envoi des documents de consultation. Ces documents de consultation donc, sont composés du règlement de consultation qui est, je vous le redirai plusieurs fois, qui est l'élément primordial et auquel il faut absolument vous attacher à bien lire, à bien comprendre tout ce qui est mis, puisque c'est ce qui va définir les règles du jeu de la consultation, de la procédure. Et qui est un document qui n'est pas contractuel. Et vous allez avoir par contre des documents contractuels qui vont être l'acte d'engagement, les documents administratifs techniques, les documents financiers, et qui peuvent être des documents annexes, qui peuvent être par exemple des plans, liste de matériel, liste de bâtiments en cas de maintenance, ou ce genre de choses. Ensuite, vous allez remettre votre offre, bien entendu, et donc l'acheteur va réceptionner les offres des candidats. L'acheteur va alors analyser donc, votre candidature et votre offre, et ensuite il va y avoir une décision d'attribution qui va être faite, puis la notification du marché, et enfin à ce moment-là, il y aura le début des prestations. Alors, on revient à nos seuils de procédure. Donc, il y a, donc, comme je l'avais dit, un seuil européen et un seuil national.
Le seuil européen, en termes de fourniture courante et services, vous voyez qu'il est à 215 000 € hors taxe. Dans les marchés publics, on ne parle toujours qu'en hors taxe, hein, puisque c'est sous l'égide de l'Europe, donc on est obligé de parler en hors taxe. Donc au-dessus de ces 215 000 € hors taxe, il y aura obligatoirement une procédure formalisée et telle que je vous l'ai décrite avec toutes les contraintes de cette procédure. En dessous de ces 215 000 € hors taxe, vous pourrez passer, ce sera une procédure pour un marché à procédure adaptée. Sachant que le seuil national de mise en concurrence est à 40 000 € hors taxe. Donc, normalement, la mise en concurrence est obligatoire qu'à compter de ce seuil de 40 000 € hors taxe. En revanche, pour la plupart des collectivités, en dessous de ce seuil, les collectivités ont adopté des règlements intérieurs, alors plus ou moins formalisés, mais surtout des procédures internes qui vont dire la procédure de mise en concurrence qu'elles vont devoir effectuer quand même. Le plus souvent, ce sont la demande de 3 devis, où l'acheteur va demander à trois entreprises, en leur donnant le détail de la prestation à faire, un devis et peut-être une méthodologie ou ce genre de choses, mais juste à trois candidats. En matière de travaux, donc là, le seuil est beaucoup plus important, hein, puisque le seuil de procédure formalisée, il est à 5 382 € hors taxe, beaucoup plus important. Et en dessous, c'est la même problématique que pour les fournitures courantes et services, c'est-à-dire que la mise en concurrence est obligatoire à partir de 40 000 €, mais en deçà, là encore, les collectivités, leurs CAL, peuvent avoir leur propre procédure interne qu'il vous faudra suivre, évidemment. Maintenant, donc, comment répondre à un marché public? Donc, ce qui est très, très important, ça va être où trouver l'information. Alors, les annonces paraissent dans différents journaux, va apparaître dans le bulletin officiel des annonces marchés publics, qui est l'organisme national. Je vous ai mis donc l'adresse. Ça peut être également dans les journaux habilités à recevoir des annonces légales. Ça peut être aussi dans le journal officiel de l'Union européenne, le JOUE. Et vous allez pouvoir également en trouver sur la plateforme régionale de dématérialisation Maximilien, que je vais vous décrire un petit peu après. Vous avez possibilité de vous inscrire gratuitement, et là je précise bien gratuitement, à 2 de ces organes qui sont le BOMP et Maximilien pour des alertes, c'est-à-dire que vous rentrez en fait la nature des prestations que votre entreprise peut réaliser et automatiquement vous allez être, les organes vont vous transmettre les annonces qui correspondent à vos domaines de compétences. Alors, ces deux-là sont gratuits parce qu'il existe un certain nombre d'autres sites qui, eux, sont payants. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur ces deux-là sont gratuits. Et ce qui est important, ça vous évite de rechercher constamment les différents types d'annonces. Par contre, faites bien attention aux mots-clés à rentrer ou au code CPV de manière à ce que ça corresponde vraiment à vos besoins. Alors, le focus sur la plateforme Maximilien. Donc, ce que je vous disais, la plateforme Maximilien, c'est une plateforme régionale francilienne. Comme il existe des différentes autres plateformes régionales qui sont Mégalis en Bretagne, il y en a une en Bourgogne et il y en a une dans l'Est de la France également. C'est-à-dire que cette plateforme regroupe tous les adhérents. Aujourd'hui, nous avons 375 membres adhérents franciliens qui sont publics et privés. Au niveau des membres adhérents publics, vous avez les départements, vous avez les grosses collectivités, les départements, la ville de Paris, et puis des collectivités de différentes tailles, des EPCI, et des adhérents privés comme les bailleurs sociaux et certaines autres, des collèges, des lycées par exemple, qui adhèrent également. Aujourd'hui, sur Maximilien, vous avez 63 000 entreprises qui sont inscrites. Il y a eu 11 256 marchés passés sur cette plateforme, donc ce qui vous donne vraiment un panel assez important. Et pour un ordre d'idée, nous avons la plateforme, il y a eu 42 000 offres qui ont été reçues via cette plateforme. Ce qui vous donne l'importance de cette plateforme et surtout l'intérêt de ne pas, là encore, aller chercher les annonces dans différents organes qui sont une perte de temps pour vous quand même importante.
Sur ce profil d'acheteur, donc vous pouvez faire un certain nombre de choses. Déjà, donc, s'identifier gratuitement pour les alertes, c'est ce que je vous disais. Vous allez pouvoir télécharger, regarder l'annonce déjà, télécharger le dossier de consultation. Vous allez pouvoir poser des offres, des questions et remettre votre offre. Vous allez pouvoir également utiliser, il y a un module de la bourse à la co-traitance, à la sous-traitance, pour rechercher d'autres entreprises si vous n'avez pas les capacités pour répondre tout seul, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement, bien entendu, indépendant du côté acheteur. Et bien entendu, l'acheteur n'a aucune visibilité sur cette bourse à la co-traitance. C'est quelque chose qui relève du domaine privé des entreprises. Vous avez également accès à un coffre-fort électronique sécurisé si vous voulez déposer tous les documents de votre candidature. Et donc, il y a un nouveau module qui est très intéressant, qui vient de s'ouvrir, qui est un module de sourcing Nukema. Le code de la commande publique autorise les acheteurs à recourir au sourcing dans le cas où ils ont besoin ils identifient excusez-moi, un besoin qui est très spécifique et ils ne savent pas trop comment les entreprises pourraient répondre, quelles entreprises pourraient répondre. Donc, dans ce cadre-là, l'acheteur peut prendre contact avec la société via une messagerie sécurisée et vous allez pouvoir échanger avec l'acheteur pour montrer, bah, écoutez, moi, voilà, pour ce besoin, voilà ce que moi je peux être amené à faire, voilà ce que je peux faire, donner des ordres d'idées aussi de prix, puisque l'acheteur, quand il fait un nouveau marché, il ne sait pas trop comment se situer. Il faut pour ça vous inscrire donc sur ce module. Aujourd'hui, on a 4000 entreprises qui sont inscrites sur ce module. Et Maximilien est en train de faire une communication à toutes les entreprises qui sont identifiées, comme je vous le disais tout à l'heure, de manière à solliciter et faire une présentation de Nukema, de manière à alimenter la base de données. Je vais faire juste quelques captures d'écran. Donc là, pour vous montrer que créer votre compte est très simple, puisque c'est avec votre numéro de SIRET, hein, simplement. Donc vous pouvez le faire gratuitement. Vous allez pouvoir donc à ce stade-là, définir les alertes que vous allez pouvoir recevoir en termes d'annonces passées. Et ce qui est important, vous allez pouvoir accéder à des consultations tests si vous n'avez jamais répondu à un marché public via la plateforme, de manière à vous entraîner à l'avance, ce qui peut être assez sécurisant pour vous, déjà pour voir si vous avez bien tous les prérequis, et puis pour vous sécuriser dans la manipulation et être sûr de bien envoyer votre offre avant le délai imparti. Sur la plateforme, vous allez également, ce qui est important, pouvoir consulter des tutoriels, justement pour vous montrer comment répondre à un marché public qui vous apporter tout un tas d'éléments vraiment pratico-pratiques, vraiment concrets, ce qui est important. Et vous avez les éléments pour l'assistance technique, si jamais vous avez un souci lorsque vous voulez remettre votre offre, pour les contacter et qu'ils puissent vous assister. Alors, bien entendu, un conseil que je vous rappellerai plus tard, c'est ne vous y prenez pas à la dernière minute. Si l'heure limite est midi, ne commencez pas à midi moins 5. Voilà, hein, vous préparez longtemps à l'avance de manière à être sûr que votre offre est bien arrivée en temps et en heure. Ça, c'est très, très important parce que, à l'expérience, parce qu'on voit encore des entreprises, effectivement, qui paniquent au dernier moment parce que, du coup, ils n'arrivent pas à envoyer leur offre. Vous allez également retrouver des webinaires que Maximilien a fait. Vous pourrez donc les visualiser pour vous présenter le GIP, mais aussi vous montrer comment les différents outils, comment répondre. Voilà, il y a tout un tas de choses. Et là encore, c'est vraiment du pratico-pratique. Donc, pour vous aider dans vos premières réponses ou même plus tard. Hein. Voilà. Mais c'est vraiment important pour que vous sachiez bien manipuler la plateforme et voir tout ce qu'elle peut vous apporter.
Alors, comme je vous le disais, ce webinaire a surtout pour vocation de vous apporter des clés. Voilà, des clés pour savoir bien déchiffrer, décrypter ce que l'acheteur envoie, de manière à ce que vous puissiez faire une réponse qui soit vraiment optimum par rapport à la demande de l'acheteur. Ce qui est très très important, c'est bien de coller à ce que l'acheteur souhaite. Donc, déjà, comment lire une annonce? Donc, dans l'annonce, vous allez avoir déjà un certain nombre d'éléments qui va être le nom de l'acheteur, bien entendu, l'objet du marché. Alors, le nom de l'acheteur, c'est pas anodin parce qu'on voit encore des entreprises qui, en fait, se trompent de réponse et mettent des mauvais noms d'acheteurs, ce qui est toujours assez indélicat quand on ouvre une offre et qu'on voit le nom d'une autre collectivité apparaître. Donc, l'objet du marché, bien entendu. La localisation où va se dérouler le marché. Vous allez trouver quelques éléments qui vont vous permettre d'avoir une idée sur l'importance du marché. Donc déjà, sur les modalités de mise en concurrence, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que si vous avez une procédure formalisée, vous saurez que c'est un marché important puisqu'il sera au-dessus de 215 000 € hors taxes pour les fournitures courantes et services et au-dessus de 5 382 000 pour les travaux. Donc vous avez déjà une indication de l'ampleur. Et puis aussi, vous allez voir, en fonction du descriptif des prestations à réaliser, par exemple, si c'est, je ne sais pas, la tonte de l'ensemble des espaces verts de la communauté urbaine, bon, déjà, vous aurez une idée de l'ampleur de ce que ça peut représenter pour vous. Vous allez aussi y trouver les conditions relatives à la candidature, c'est-à-dire, par exemple, pour certaines domaines d'activité, on va exiger des agréments ministériels ou alors des qualifications particulières, ou alors on va vous demander d'avoir une compétence dans le domaine de. Et là, très important de voir justement si vous pouvez y répondre, si vous pouvez y répondre seul ou si vous allez avoir recours donc, à de la co-traitance ou de la sous-traitance. Les modalités de remise des offres. Donc, je vous rappelle que la voie dématérialisée est obligatoire depuis le 1er octobre 2018, donc que par voie dématérialisée, sauf pour les petits marchés inférieurs à 40 000 €, où là, lisez bien, et certaines collectivités peuvent accepter les envois par voie papier. Ça devient de plus en plus rare, mais ça peut encore, vous pouvez encore le trouver. Et surtout, la date et l'heure limite de remise des offres. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que toute offre arrivée hors délai, de toute façon, même de 30 secondes, même de 1 minute 30 secondes, ne pourrait être que déclarée irrecevable. Vous aurez également la liste des documents à remettre, très important, à bien regarder sans en oublier, et les critères de jugement des offres avec leur pondération. Ça, c'est quelque chose qui est capital, qui va vous orienter dans la manière de répondre. C'est-à-dire que si vous avez un marché où le critère prix est à 70% et le critère valeur technique à 30%, puisque ce sont en gros les deux gros critères, vous verrez qu'il va falloir que vous fassiez un gros effort sur le prix. En revanche, si c'est l'inverse, si la valeur technique est à 70%, là, il va falloir que vraiment que vous attachiez à bien regarder tous les éléments que demande l'acheteur pour pouvoir bien présenter votre méthodologie, présenter tout ce que vous allez pouvoir faire et mettre en avant, mettre en valeur par rapport à votre entreprise. C'est très, très important de bien vous attacher à cette réponse. Voilà, c'est bon. Alors, quels documents vous allez transmettre? Déjà, il faut bien faire la différence entre l'offre et la candidature. Au stade de la candidature, l'acheteur va s'assurer que vous avez bien l'aptitude et les compétences pour réaliser le marché qu'il souhaite. C'est pour ça qu'on va pouvoir vous demander certaines qualifications et les éléments que vous allez donner au stade de la candidature vont correspondre à votre entreprise dans sa globalité. Vous demandez le chiffre d'affaires, les moyens humains et techniques. Dans ces cas-là, ce sont les moyens humains et techniques de votre entreprise, d'une manière générale. Et dans un second temps, donc l'offre, par contre, elle va correspondre vraiment à la réponse aux besoins qui est exprimée par l'acheteur.
Ça va être, bon, par exemple, le prix des prestations, bien entendu, mais aussi les moyens mis en œuvre pour répondre, la méthodologie développée. Et là, quand on va vous demander les moyens humains et matériels mis en œuvre, ce sera les moyens humains et matériels que vous allez mettre spécifiquement en œuvre pour l'exécution du marché, ce qui est différent de ce qu'on vous demande au stade de la candidature. Faites bien attention à cette différence. Au stade de la candidature, vous pouvez mettre votre organigramme. Par contre, au stade de l'offre, vous mettrez les personnes qui seront dédiées vraiment à l'exercice des prestations, à l'exécution de votre marché. Cette distinction est très, très importante. Donc, pour la candidature, on va vous demander, ce sont des noms parfois un petit peu barbares, mais qui en fait sont très, très simples. Une déclaration sur l'honneur attestant que vous n'êtes pas frappé d'interdiction de soumissionner, bien entendu. Des formulaires, donc DC1, DC2. Alors, ce sont des formulaires qui ne sont pas exigibles. Vous pouvez mettre les éléments sur un papier libre, mais je vous conseille vraiment de répondre via ces formulaires. Ils sont disponibles gratuitement avec leur notice explicative, comment les remplir. Alors, parfois en annexe à un DCE qui est le dossier de consultation des entreprises, ou alors sur le site du Minefi que je vous ai indiqué. N'hésitez pas à télécharger ces documents. Alors, à chaque fois, faites attention à prendre la dernière version. En général, bon, elle change de temps en temps, mais prenez la dernière version. C'est beaucoup plus simple pour l'acheteur d'avoir les dernières versions. On va vous demander une attestation d'assurance en responsabilité civile ou professionnelle, et ça peut être un certain nombre de pièces complémentaires. Donc là, ça va pouvoir être liste de travaux exécutés. Donc dans ces cas-là, c'est au cours des 5 dernières années, ou des prestations réalisées au cours des 3 dernières années, c'est des prestations de services au titre de référence. On va pouvoir vous demander aussi l'indication des titres d'études et professionnels du candidat et ou des cadres de l'entreprise. Ça dépend. Ou alors un agrément, comme je vous le disais, une qualification qui est obligatoire. Mais là, à chaque fois, ce sera vraiment parce qu'il faut que ce soit en rapport avec l'objet du marché. On ne pourra pas vous demander de fournir des documents qui ne seront pas en rapport avec l'objet du marché. Au stade de l'offre. Donc, au stade de l'offre, là encore, surtout bien lire ce qui est demandé dans le règlement de consultation. Très important, de manière à ne pas oublier un document et à bien remplir tous les documents. Donc, vous aurez bien entendu l'acte d'engagement à remplir et ses éventuelles annexes. Par exemple, nous, on met en annexe systématiquement une annexe pour le nom de la personne qui va intervenir, un intervenant unique, c'est-à-dire de manière à ce qu'on ait un seul contact. Et on vous demande de remplir cette annexe, ce qui est important. Vous allez avoir les pièces financières, bien entendu, à remplir. Faites attention, parfois il y a plusieurs onglets, je vous le dis parce que ça, c'est déjà arrivé plusieurs fois à l'expérience. Et le fameux mémoire technique. Alors, ce mémoire technique, il est très, très important. Je pense que je vais l'écrire. Ce mémoire technique, pour pouvoir bien le faire, il est important de vous référer à ce que va demander le contenu que l'acheteur va demander dans ce mémoire technique. Donc, le plus souvent, on demande un mémoire technique qui est composé de, alors, une partie avec les moyens humains et techniques, par exemple, une partie avec la méthodologie que vous souhaitez, que vous proposez mettre en œuvre pour pouvoir répondre à notre demande. Tout va dépendre de l'objet du marché. Mais regardez bien ce qui est demandé au stade par l'acheteur dans le règlement de consultation pour bien coller votre réponse exactement à ce que demande l'acheteur. Vous allez avoir également quelques indications dans les critères d'analyse des offres avec les sous-critères où là, on revient souvent en fonction des sous-critères à différentes parties du mémoire technique. Donc, faites bien attention à ça. Ça, c'est très, très, très important. Et ce qui est important aussi, c'est que l'acheteur va analyser votre offre objectivement, uniquement par rapport aux documents que vous allez mettre dans votre offre. Alors, attention, ce n'est pas parce que ça fait 15 ans que vous réalisez les mêmes prestations dans une collectivité, que vous les réalisez très bien d'ailleurs, que si vous ne remplissez pas le mémoire technique, si vous ne mettez pas les éléments dans le mémoire technique, vous pourrez ne pas être attributaire du marché. Parce que l'acheteur n'a pas le droit de prendre en considération ce que vous faites
il doit regarder, s'attacher à regarder exclusivement et objectivement ce que vous avez mis dans votre offre. Donc faites bien attention à ça. Alors, pour bien répondre, comment faire pour bien répondre? Donc, je vous le dis et je vous le redis parce que c'est très, très important. Bien lire les modalités inscrites dans le règlement de consultation. Respecter très, très strictement la date et leurs limites. Donc, commencez à vous préparer le matin même, enfin, plusieurs heures à l'avance. C'est un grand conseil. Donc, respectez bien entendu les modalités de transmission. Hein, comme je vous l'avais dit, c'est dématérialisé au-dessus de 40 000 euros. Vérifiez pour les marchés inférieurs à 40 000 euros ce qu'on vous demande de faire. La signature électronique n'est pas exigée au stade de la remise de l'offre, hein, sauf si l'acheteur fait une stipulation contraire. Donc, lisez bien tout ce qui est marqué dans le RC. Vérifiez donc bien encore la compatibilité des outils informatiques avec les prérequis de la plateforme, puisque voilà, ça peut être différentes plateformes. Et surtout, si jamais vous apercevez que vous avez fait une erreur dans les documents que vous avez déposés ou alors que vous avez oublié un document, ne renvoyez pas une offre complémentaire, mais surtout renvoyez une seconde offre avec l'ensemble, l'intégralité des documents, puisque dans ce cadre-là, ce sera seulement le second envoi qui sera ouvert. Donc n'envoyez pas des morceaux d'offres, renvoyez une offre complète avec tous les éléments que vous avez pu oublier ou sur lesquels vous avez pu faire des erreurs. Alors, la dématérialisation des procédures. Donc, au-dessus de 40 000 euros, puis le seuil de 2020, c'est par voie dématérialisée. Alors, la dématérialisation, ça recouvre tout. Ça recouvre donc la mise à disposition des documents de consultation par voie dématérialisée, la transmission des candidatures et des offres par voie dématérialisée, mais aussi tous les échanges avec les entreprises. C'est-à-dire qu'en cours de procédure, via les plateformes de dématérialisation, vous allez pouvoir poser des questions. Si il y a un élément que vous ne comprenez pas, si vous voulez avoir des précisions, surtout n'hésitez pas à le faire, plutôt que de répondre avec une hésitation, posez des questions. Et dans ce cadre-là, pour respecter le principe de la transparence des procédures, la réponse qu'on vous fera sera mise en ligne pour tous les candidats qui auront téléchargé le dossier de consultation des entreprises. Donc n'hésitez pas, et ça se fait sous forme dématérialisée, de manière également à garder la traçabilité de tout ce qui a été fait. Et les notifications des décisions, c'est pareil, la notification du marché vous sera faite par voie dématérialisée également. Alors, ce que vous pouvez attendre, une fois que vous avez remis votre offre, ce que vous pouvez attendre de la suite de la procédure. Donc, les modalités d'attribution. Les modalités d'attribution, ce que je vous ai expliqué, au niveau de l'analyse des offres, l'acheteur va analyser les offres au vu des critères et de leurs pondérations qui vous sont donnés au tout début dans le règlement de consultation. Ce que je vous ai au vu et uniquement au vu des documents remis au stade de l'offre. Dans le cas des procédures adaptées, on va pouvoir vous demander des compléments d'information plus ou moins importants pour vous demander d'expliquer certains points de votre offre, mais ce qui est totalement donc interdit pour les procédures formalités, où la seule chose qu'on pourra faire, c'est vous demander des précisions, type de précision, ou par exemple des sous-détails de prix. Et on va pouvoir aussi vous faire des demandes là dans le cadre de la fameuse offre anormalement basse. C'est-à-dire que l'acheteur est obligé par le Code de la commande publique, en cas de suspicion d'offre anormalement basse, de vous faire une demande en ce sens, demande faite dans le cadre de suspicion de l'offre anormalement basse pour que vous justifiez vos prix et que vous arriviez à montrer que le fait d'exécuter le marché à ces prix-là ne met pas en péril votre entreprise et que vous pourrez mener le marché à son terme sans problème à ces prix-là. Donc, si on vous fait une demande dans ce cadre-là, surtout, prenez bien le temps de bien justifier pourquoi, de bien détailler vos prix, de bien montrer en quoi votre offre est tenable financièrement. En cas, si votre offre n'est pas retenue, ça peut arriver. Donc, en fonction des procédures, vous pouvez recevoir un courrier qui va vous informer du rejet de votre offre et qui comportera dans ce cas-là le nom de l'attributaire et les notes que vous avez obtenues aux différents critères.
Vous avez la possibilité de demander à l'acheteur des informations complémentaires. N'hésitez pas à le faire parce que ça peut vous donner notamment des indications en fonction des notes que vous avez sur la manière de vous améliorer dans la réponse pour un marché futur. C'est intéressant pour vous de voir en fait que votre réponse, vous avez que, je sais pas, 2 sur 5, alors que vous pensiez avoir tout mis dans votre réponse. Donc, regardez et voilà, évoluer dans vos prochaines réponses, c'est quand même très, très important pour vous. Votre offre va pouvoir être déclarée irrégulière pour différents motifs, parce qu'elle ne va pas répondre au cahier des charges ou contraire aux lois et règlements en vigueur. Donc, pas répondre au cahier des charges, par exemple, si vous avez répondu qu'à une partie des demandes, c'est-à-dire que voilà, vous proposez juste une partie, vous répondez juste à une partie du marché. Par exemple, s'il y a la maintenance corrective et préventive, vous répondez qu'à la maintenance corrective, par exemple. Donc ça, votre offre sera déclarée régulière. Également, si un document essentiel n'a pas été remis. Donc là, regardez bien dans le règlement de consultation aussi, parce qu'un certain nombre de collectivités vont vous dire quel type de document va entraîner l'irrégularité si vous avez oublié de le mettre. Par exemple, si vous oubliez de remettre votre mémoire technique, là, c'est un élément qui est incontournable et votre offre sera déclarée régulière. En revanche, si vous oubliez de mettre des réponses à l'intérieur de mémoire technique sur des points qui étaient demandés, après, en fonction, on peut vous baisser votre note, mais ne pas déclarer l'offre irrégulière. Alors, l'offre arrive hors délai, bien entendu, donc là, c'est incontournable. Et ce que je disais, donc l'offre, si on la déclare anormalement basse. Si votre offre est acceptée, ce que je vous le souhaite, donc vous recevrez un courrier informant de l'attribution du marché. On vous demandera, donc si le document n'a pas été signé au stade de l'offre, de le signer. Alors parfois, quand les collectivités n'ont pas la signature électronique, on vous demandera de signer manuellement et de transmettre un certain nombre de documents administratifs qui sont exigibles que pour l'attributaire d'un marché. Donc voilà, vous regarderez les différents documents et de toute façon, ces documents sont listés sur le courrier que vous avez. Donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir déjà dans votre coffre-fort ce type de documents de manière à pouvoir les donner rapidement, puisqu'en général, le laps de temps qu'on laisse pour que les entreprises nous les envoient est assez bref, de manière à pouvoir notifier le marché rapidement. Bon, donc le certificat de signature électronique, il faut qu'elle soit conforme donc, au règlement. Ce sont des certificats qualifiés de niveau 3 ou de niveau 4. Vous pouvez aller les chercher sur différents supports. Donc là, je vous en ai mis un, mais voilà, il y a plein d'autres supports qui peuvent effectivement vous fournir ce certificat électronique de signature. De toute façon, je pense que les entreprises, vous allez être équipées largement en termes de signature électronique. Mais faites bien attention parce que ce sont des certificats niveau 3 ou niveau 4. Et voilà, et donc en résumé, donc, les clés pour faire une bonne réponse. Donc, vérifier la date et l'heure de réception des offres, limite, c'est très important. Lire tous les documents fournis par l'acheteur public, même s'il y en a un certain nombre. Lisez bien les documents techniques, notamment ce qu'on attend techniquement de la prestation. Ne pas hésiter à poser des questions donc, via la plateforme de dématérialisation. Ne pas modifier les documents de la consultation, puisque pour les procédures formalisées, ce sera sous peine d'irrecevabilité. Vérifiez bien les prix des prestations proposées avant de nous les envoyer, parce qu'il arrive qu'effectivement, c'était fait par une personne de l'entreprise, et quand on dit c'est anormalement bas, ou il y a un petit étonnement, et que voilà, en fait, ce ne sont pas les bons prix. Anticiper l'acquisition, ou vérifiez bien la date de validité de vos certificats de signature électronique, c'est important aussi. Attention, là je vous le redis, au copier-coller d'un mémoire technique, c'est très important parce que l'acheteur va vraiment regarder votre mémoire technique par rapport à son propre besoin. Donc ce n'est pas parce que vous avez répondu d'une certaine manière à un marché qui est à peu près similaire que l'acheteur va attendre la même chose de vous. Donc c'est faites bien attention à ça.
Et donc, en cas d'erreur, voilà, déposez un nouveau dossier complet. Surtout, ne nous faites pas des dossiers complémentaires qui ne pourraient ne pas être pris en compte. Juste un tout petit focus sur la facturation dématérialisée qui est maintenant obligatoire pour toutes les entreprises, donc avec une inscription donc, sur Chorus Pro, hein, puisque toutes les factures doivent être transmises par voie dématérialisée. Voilà. Donc il reste 7 minutes, j'ai fait le plus vite possible pour répondre à vos éventuelles questions. J'espère que vous avez, à travers cette présentation, vu un petit peu toutes l'opportunité que vous pouvez vous saisir pour répondre, pour vous, qui est importante dans le cadre d'une réponse à un marché public, et les clés pour bien répondre, les différents éléments sur lesquels il faut vraiment faire attention si vous voulez que votre réponse soit vraiment optimum et réponde vraiment aux besoins de l'acheteur. Alors, est-ce qu'il y a eu des questions? Vous les voyez? Ah oui, pardon, excusez-moi. Non, là, je ne les vois pas. Alors, demande un... Non, c'est pas... Elles ne sont pas affichées. Les délais de réponse. Alors... Pardon, oui. Elles sont... Ah, quelles sont les délais de réponse? Alors, quand vous avez déposé votre offre, donc je vous disais, l'acheteur va analyser. Donc, en fonction de... Ah, ben voilà, parfait. En fonction de la nature du marché, le délai d'analyse va être plus ou moins important. Si c'est un marché qui est avec un faible montant, très souvent, ce ne sera pas un marché très complexe, donc l'analyse sera rapide. Donc, je ne peux pas vous donner des délais, ça peut être, l'analyse peut se faire entre 10 jours et 5-6 semaines. Après, en fonction du type de procédure, puisque les procédures formalisées, l'attribution est faite par la commission d'appel d'offres, qui ne se réunit pas tous les jours, qui a des fréquences de réunion. Donc, il faut que le dossier soit présenté en commission d'appel d'offres. Et après, laisser un certain délai pour vous donner la réponse. Donc, ne vous étonnez pas si vous avez, je ne sais pas, 2 mois à peu près entre la remise de votre offre et la réponse, ou parfois plus. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est n'hésitez pas à envoyer une question pour dire voilà, j'ai répondu à telle date, est-ce que vous avez un ordre d'idée du délai pour que je reçoive une réponse? On vous dira oui ou non, hein, ça dépend, mais ça peut être long. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ça peut être long quand même. Alors, les types de précisions les plus courantes. Alors, au niveau du prix, on va vous demander parfois des sous-détails de prix. On va vous demander, et là, si c'est en appel d'offres, ce sera des questions fermées. Est-ce que vous avez bien pris en compte, est-ce que votre offre correspond bien à ce qui est inscrit au CCTP pour ce domaine-là, de manière à ce qu'on soit sûr que vous ayez bien tout pris en compte dans votre offre. En procédure adaptée, on vous demandera d'apporter des précisions sur, par exemple, un point particulier du CCTP où on n'a pas trop compris si, je ne sais pas, enfin, si vous faites ça ou si vous faites ça. Voilà. Mais elles sont très limitées en matière de procédure formalisée. Non, il n'y a pas... alors, ce que je vous conseille fortement, c'est au niveau des documents, notamment au niveau du mémoire technique, de limiter quand même la taille de votre mémoire technique. Il y a beaucoup de collectivités qui demandent de limiter votre mémoire technique à un certain nombre de pages et qui même proposent un cadre de réponse à la mémoire technique qui est sur 2-3 pages, où là, vous mettez votre réponse, alors synthétique mais complète, voilà, ce qui est un exercice de style qui n'est pas facile pour vous. Et par contre, en général, on ouvre la possibilité que vous mettiez des annexes. Donc des annexes, par contre, que ce soit le plus pertinent possible. Ne faites pas un mémoire technique, ce que je dis mémoire technique fourre-tout, où vous mettez tous les éléments qui sont demandés un petit peu n'importe comment et où effectivement il faut qu'on aille à la 51e page pour voir la réponse qu'on souhaitait au début. Voilà. C'est quand même très très compliqué et où l'acheteur risque de passer
sur de ne pas voir un élément important de votre réponse et pensera que vous n'avez pas répondu. Donc, faites des réponses structurées au niveau de vos documents, claires, synthétiques, qui correspondent bien, ce que je vous le redis, à ce que demande l'acheteur et limitez la taille. Voilà, c'est de manière à ne pas faire quelque chose qui soit énorme. Parce que là encore, pour l'analyse, dites-vous que dans certains marchés, il y a 14-15 réponses et qu'il faut tout lire. Et donc, ça prend énormément de temps. Et surtout, je vous dis, on risque de passer à côté d'un élément que vous nous avez dit, mais qu'on n'a pas vu. Alors, une question par chat. Quels sont les délais légaux pour le paiement d'un marché public par l'acheteur? C'est 30 jours de mémoire. Alors là, oui, ce sont les mêmes, je crois que c'est 30 jours maintenant. Ce sont ceux depuis un petit moment, puisque ça avait été réduit. Mais de mémoire, c'est 30 jours. Alors, peut-on dénoncer l'exécution si le marché... Alors, peut-on dénoncer Alors, vous pouvez effectivement demander la résiliation d'un marché après notification. Avant notification, vous pouvez c'est la notification qui, en fait, va décider, qui rend vraiment le marché exécutoire. C'est-à-dire qu'avant la notification, vous pouvez dire, ben, en fait, voilà, je ne peux plus exécuter le marché. À partir du moment où le marché vous est notifié, là, si vous décidez de ne pas exécuter le marché, donc de vous demander sa résiliation, l'acheteur sera en droit de vous demander des indemnités, puisque effectivement, il aura compté sur vous pour exécuter la prestation. Si la prestation doit être exécutée très rapidement, il n'aura plus le temps matériel de relancer un marché. Donc, ça va lui donner un surcoût et donc il sera en mesure de vous demander des indemnités. Ah, il y a un truc, quel type? Non, non, c'était là. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce webinaire vous aura apporté tous les éléments et puis que j'aurai l'occasion de retrouver certaines de vos réponses dans les marchés que je vais lancer bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.